Je cède maintenant la parole au député de Jean Talon, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais vous demander une petite pause de quelques secondes pour m'assurer que vous avez bien reçu la motion que nous avons déposée. C'est reçu, oui, monsieur le député. Oui, merci Alors, beaucoup. On va la mettre à l'écran immédiatement. Merci beaucoup. Et voilà, monsieur le député. Alors que conformément à l'article 244 du règlement de l'Assemblée nationale, la Commission des institutions, avant d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi 1, loi de 2025 sur la Constitution du Québec, tiennent des consultations particulières avec les Premières Nations et les Inuits du Québec, notamment l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Alors, Monsieur le Président, on revient sur cette question de la nécessaire consultation des Premières Nations et des Inuits du Québec. Et je le redis tout de suite, cette motion, elle est présentée dans le cadre du règlement, conformément à l'article 244, mais j'invite le ministre à sortir complètement du cadre du règlement de l'Assemblée nationale. C'est ce que je suggérais déjà hier dans mon allocution introductive ou de mon allocution d'entrée de cette étude détaillée. Les représentants des Premières Nations et des Inuits que nous avons entendus sont venus dire qu'ils n'ont pas été consultés et qu'en 2026, une véritable consultation préalable, ce n'est pas ce que nous avons connu, ce n'est pas ce qu'ils nous ont décrit comme étant des démarches très informelles, très parcellaires et très insuffisantes de la part du ministre et de son équipe, et ensuite une participation aux consultations générales qui ont duré pendant quelques semaines ici, ce n'est pas suffisant. On parle d'un projet de loi, je l'ai dit hier, pour nous c'est un simple projet de loi, mais il demeure que par ce projet de loi, le ministre entend faire adopter une constitution, le contrat fondamental de toute société, l'acte fondateur d'une nation, ou un acte qui cristallise ce que la société considère comme étant le cadre le plus fondamental, le plus global qu'il se donne comme société. Et parce que c'est de ça dont on parle, c'est très important que le gouvernement élargisse pour y arriver la notion de ce que sont des consultations. Un des problèmes, parce qu'il y en a de nombreux, mais un des problèmes de ce projet de loi, c'est qu'il ne s'agit que d'un projet de loi. Et il a été traité par le gouvernement de la CAQ et par le ministre comme tel, comme un simple projet de loi. Plutôt que de mobiliser la société, plutôt que d'ouvrir les fenêtres pour que la société civile du Québec, dans son ensemble, puisse participer, puisse dire ce qu'elle en pense, ce que sont ses rêves, comment ils voient, comment ils décrivent notre société d'aujourd'hui et la société dans laquelle ils veulent vivre. Et plutôt que de le faire main dans la main avec les Premières Nations et les Inuits du Québec, dans le cadre d'une démarche de nation à nation, il a contraint tout le monde, y compris les Premières Nations et les Inuits, à s'inscrire dans le cadre très restrictif des consultations générales. Donc, non seulement les relations avant ont été très informelles et très insuffisantes, mais on a entendu ici, en commission parlementaire, dans des consultations générales pendant quelques minutes, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et les autres représentants des Premières Nations inuites qui sont venus ici avoir quelques minutes pour présenter leur dossier, quelques minutes d'échange, puis quelques minutes d'échange ensuite avec les députés de l'opposition. Je vois le ministre réagir, mais si le ministre a bien écouté ce que les Premières Nations inuites ont dit de ce processus-là, ils ne l'ont pas trouvé digne du processus de réconciliation de nation à nation dans lequel ils veulent s'engager avec le gouvernement. Ils se sont trouvés face, comme les autres dans la société civile du Québec, face à une démarche unilatérale, partisane et caquiste, qui a donné un document qui est issu d'une vision unilatérale, partisane et caquiste. Je l'ai dit hier, je reconnais les efforts du ministre dans les amendements qu'il a déposés. Il y a des ajustements,
c'est très bien, mais c'est largement insuffisant. Et dans le cas des Premières Nations, non seulement ils nous disent qu'elles n'ont pas été consultées, que ce n'est pas le processus qui est reconnu comme étant suffisant en 2026, j'y reviens dans quelques minutes, mais en plus, elles disent, compte tenu du document que nous avons devant nous, qui en gros nous ignore, outre pour le préambule, il n'y a rien pour la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits dans ce document-là. Rien. Mais non seulement ils nous disent ça, mais ils nous disent, compte tenu donc du processus et compte tenu de ce qu'il y a dans le projet de loi 1, c'est irrécupérable. Je le disais hier et je le réitère parce que c'est important. Il y a un risque que non seulement ça ne soit pas un pas en avant, mais que ça soit un pas en arrière. C'est la notion très importante dont nous a parlé le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Véropol, de réconciliation législative. Ça veut dire que dans le respect des compétences, de l'historique, de la culture des Premières Nations et Inuits du Québec, avant l'adoption des projets de loi qui ont un impact sur eux, on travaille en co-construction pour s'assurer qu'on converge et qu'on construit ensemble. Co-construire. Il y a des exemples de ça. Il y a des exemples avec les Maoris, par exemple, en Nouvelle-Zélande, les Samis dans les pays scandinaves, où il y a un tel processus. Donc, ça existe, c'est faisable. Et le Québec est capable d'être dans les sociétés innovantes sur ces questions-là. Donc, la participation, la consultation et la participation des Premières Nations et des Inuits, ce n'est pas une option, ce n'est pas une case à cocher, ce n'est pas un formulaire où on dit « j'ai fait un appel téléphonique, on a discuté », c'est fait. C'est un processus participatif de co-construction. Parce que on ne parle pas d'un processus administratif, on parle d'un processus, d'une relation qui est éminemment politique et qui est de nation à nation. Toutes les parties prenantes sont importantes, mais parce que nous sommes porteurs de cet historique, nous devons considérer que le processus de consultation et de participation des Autochtones va au-delà de celui qui s'applique à des parties prenantes dans le cadre du règlement qui s'applique à cette commission. En tout respect, Monsieur le Président, on va au-delà de ça. Et si le ministre est à l'écoute, il fera en sorte qu'on arrête, qu'on ne commence pas l'étude détaillée de ce projet de loi avant d'avoir fait ce qu'il faut faire dans notre intérêt mutuel des Premières Nations et des Inuits et du peuple québécois dans son entièreté pour qu'on ait de telles consultations. C'est d'ailleurs ce qu'on avait proposé, les partis d'opposition, au départ. Rappelez-vous, c'est rare, nous nous sommes opposés au dépôt de ce projet de loi, tellement on trouvait qu'il était mal présenté, qu'il avait été mal préparé. C'est rare. Et on avait dit, la première chose qu'il faudrait faire, c'est sortir, aller à la rencontre des Québécoises et des Québécois, aller à la rencontre des Premières Nations et des Inuits. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je le réitère, à la fin, si on demande, mais elles nous l'ont dit ici, elles sont venues nous dire ici, les Premières Nations et les Inuits, nous n'avons pas eu de véritable consultation. Le projet de loi est irrécupérable. Ça a été superficiel, ce qu'on a eu avec le ministre. On nous a aussi parlé de ce qui s'est passé après les premières rencontres. On nous a parlé de ce qu'on avait pensé de la démarche d'envoyer une lettre administrative pour dire, si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire au cabinet, puis on va recevoir ça. C'est important là, de bien comprendre comment les Premières Nations et les Inuits se sont sentis par rapport à ça. C'était choquant pour elles. Et non seulement on n'est pas dans un processus de réparation de ce processus-là qui était inadéquat, inapproprié, mais là, on continue à foncer tête baissée avec beaucoup de risques d'empirer la situation plutôt que de l'améliorer.
Donc, il y a une grande différence entre être entendu puis d'avoir une opportunité administrative d'envoyer ses commentaires et être consulté de manière substantielle comme Première Nation, dont on a dit qu'on allait les traiter de nation à nation au Québec, puis j'y arrive tout à l'heure. Sans compter aussi qu'on a entendu un certain nombre de personnes. Mais il y a plusieurs Premières Nations inuits au Québec. Il y a 41 communautés. Et le chef, Francis Véropol, nous le dit. Il dit, moi, je suis le chef de l'Assemblée, mais il y a un processus. J'invite le gouvernement à adopter un processus qui fait en sorte qu'on rassemble puis qu'on écoute l'ensemble des Premières Nations et des Inuits, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a le processus, mais il y a aussi le contenu. Donc, on a devant nous un texte de 40 pages avec 3 allusions aux Premières Nations et aux Nations autochtones du Québec dans le préambule, et avec des questions légitimes qui ont été soulevées par les représentants qu'on a entendus, qui disent, bien là, le projet de loi, lui, parle d'intégrité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos droits ancestraux? Donc, il y a plusieurs questions qui sont importantes pour les Premières Nations inuites, mais le projet de loi est silencieux là-dessus. Ce qui fait qu'à la fin, selon l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, je les cite, ils considèrent qu'il s'agit d'un projet de loi colonial, centralisateur et incompatible avec les droits et le statut politique des Premières Nations. Fin de la citation. On est mal parti. Le droit à la consultation dont je parle dans cette motion et en vertu duquel je demande qu'on n'entame pas l'étude détaillée de ce projet de loi sans avoir eu un tel processus de consultation. Il a des bases éthiques, il a des bases historiques, il a des bases morales, il s'inscrit dans une perspective de réconciliation, mais il y a aussi des bases juridiques que le ministre connaît bien, que son équipe connaît bien. Il y a toute une jurisprudence au Québec sur le droit à l'autonomie gouvernementale des Premières Nations et des Inuits, sur l'obligation de les consulter et, le cas échéant, quand leurs droits sont en jeu, de trouver des accommodements. Et cet objectif de consultation, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas juste de cocher une case puis de dire c'est fait. C'est parce que l'objectif, il y a un objectif derrière ça, il y a une intention. C'est qu'on veut faire en sorte que lorsque les intérêts, lorsque les droits des Autochtones sont en jeu, ils puissent s'exprimer, ils puissent dire voici comment on fait les choses, mais l'objectif à la fin, c'est de protéger ces droits, c'est de protéger ces intérêts. Et ça, c'est ce que la jurisprudence applicable au Québec indique. C'est en quelque sorte une obligation d'agir honorablement. Et ce n'est pas juste au Québec que ça se passe. C'est à l'échelle internationale. On a beaucoup parlé lors des consultations générales, et mes collègues l'ont évoqué aussi, moi-même je l'ai évoqué, l'existence de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui contient plusieurs articles qui sont pertinents à nos débats, qui démontrent un peu à l'échelle internationale où on en est dans la reconnaissance et dans la mise en œuvre des droits des peuples autochtones, avec l'article 3 qui parle de droit à l'autodétermination et qui indique donc que les peuples autochtones déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. L'article 4 sur l'autonomie gouvernementale, l'article 19 sur le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause avant l'adoption de loi. Très important pour les débats qu'on a ici aujourd'hui, cet article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. L'article 25 sur le lien spirituel et matériel avec le territoire, très important. L'article 26 sur les droits fonciers, l'article 27 sur les mécanismes équitables de reconnaissance. Il y a encore du travail pour intégrer cette déclaration-là en droit québécois. Incidemment, lors du dernier congrès du Parti québécois, la formation politique à laquelle j'appartiens s'est exprimée sur la question et nous avons
indiqué dans une importante résolution que nous nous engageons à entériner et en mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et en faire le cadre fondateur de nos relations de nation à nation. Et nous nous engageons aussi à établir avec les Premières Nations et les Inuits un nouveau rapport politique fondé sur l'égalité, la reconnaissance mutuelle et le respect des droits de chaque nation. J'invite le gouvernement de la CAQ et le ministre de la Justice à faire de même dès maintenant, parce que nous sommes à une croisée des chemins. Ça, c'est l'engagement du Parti québécois, mais l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont déjà aussi beaucoup cheminé dans cette voie-là, et j'invite le ministre et le gouvernement de la CAQ à s'inscrire dans ce cheminement-là. Et actuellement, ça ne semble pas être le cas. Le 20 mars 1985, on a adopté ici à l'Assemblée nationale une importante résolution qui reconnaît un certain nombre de principes, mais qui indique notamment au 3e paragraphe, je l'indique parce que c'est en 1985. Ça fait longtemps là, qu'on est sur cette route, là. C'est pas le temps de reculer. Mais donc, en 1985, on disait que l'Assemblée nationale souscrit à la démarche que le gouvernement a engagée avec les Autochtones afin de mieux reconnaître et préciser leurs droits, cette démarche s'appuyant à la fois sur la légitimité historique et sur l'importance pour la société québécoise d'établir avec les Autochtones des rapports harmonieux fondés sur le respect des droits et la confiance mutuelle. C'est de ça dont on parle actuellement, de ne pas briser ça. Cette motion dit plus loin qu'elle est basée sur les 15 principes que le gouvernement du Québec a approuvés le 9 février 1983. Et ce décret de 1983 est adopté par un gouvernement du Parti québécois. Et j'en suis très fier. Et ces 15 principes, donc énoncés en février 1983, rappelés et adoptés par l'Assemblée nationale, par la motion que je viens de citer, il y a un principe intéressant. Donc, ça fait longtemps, mais je le cite quand même. Le principe 14. Le Québec, s'il légifère sur des sujets qui concernent les droits fondamentaux reconnus par lui aux nations autochtones, s'engage à les consulter par le truchement de mécanismes à déterminer avec elles. Ça, c'est en 1983. Qu'on en soit rendu à se poser encore des questions et à se dire qu'on n'a pas fait ça aujourd'hui, en 2026, je trouve ça très triste. Je trouve ça déplorable. Parce que les mécanismes dont on parlait en 1983 à définir, ils sont définis maintenant. Et il reste à préciser aussi au cas par cas avec les Premières Nations et Inuits. Parce qu'une véritable consultation préalable, ça commence par s'entendre sur comment on va le faire. Parce qu'on ne peut pas arriver dans la situation actuelle où le ministre dit « Oui, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Si la contrepartie, si l'autre partie dit « Ben non, nous, on ne considère pas qu'on a été consulté », bien, ça ne fonctionne pas. C'est qu'on ne s'est pas entendu à l'avance sur comment on devait le faire. Il y a une autre aussi résolution unanime de l'Assemblée nationale en 1989 qui est venue compléter celle de 1985 que j'ai nommée. Il y a une autre résolution unanime du 8 octobre 2019 sur la reconnaissance officielle des grands principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, bien qu'elle ne soit pas encore formellement intégrée en droit québécois, l'Assemblée nationale, on s'est prononcé là-dessus. Et on a dit qu'on était d'accord avec ces principes-là. Donc, j'invite le ministre de la Justice à se retremper sérieusement dans ces principes-là pour s'en inspirer et faire la bonne chose. J'aimerais aussi revenir sur ce long historique d'amitié qu'on a au Parti québécois avec les Premières Nations qui ont été rappelés dans un témoignage très émouvant ici en consultation générale par le grand chef Paul John Murdoch de la Nation Crie. Il a rappelé dans son témoignage que lors des conférences constitutionnelles entre 1983 et 1987, on parlait de la définition des droits autochtones. C'était des conférences constitutionnelles très importantes. René Lévesque, alors,
disait, nous, on ne participera pas à ces consultations constitutionnelles parce que c'était suivant, bien sûr, le rapatriement unilatéral de la Constitution de 1982, Constitution qui nous a été imposée de force. Donc, il ne voulait pas reconnaître le cadre constitutionnel canadien qui nous avait été imposé de force, mais il a dit, le Québec va y aller par respect et par solidarité envers les peuples autochtones. Et il a dit, je vais céder mon siège aux nations autochtones du Québec, renonçant à parler en leur nom, parce qu'il a dit, c'est pas moi qui va parler en leur nom, c'est eux qui doivent être assis ici pour pouvoir dialoguer. Et c'est un précédent important en matière de dialogue de nation à nation entre le Québec et les nations autochtones, mais c'est aussi un exemple de ce qu'il faut faire. Et de ce que j'invite une nouvelle fois le ministre de la Justice et le gouvernement de la CAQ à faire. Parce qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il faut au contraire s'inspirer de ces meilleures pratiques. Je réitère à quel point il était important et émouvant ce témoignage du grand chef Murdoch de la Nation Crie. Parce qu'il est arrivé avec un ton de bienveillance, avec des suggestions claires, un avis ferme, qui était le même d'ailleurs que celui du chef Véropol de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Il a dit, le projet de loi, il est irrécupérable. Je lui ai posé la question. Il a dit, lui aussi, c'est irrécupérable. Mais il nous a invités à nous inspirer de ces bonnes pratiques, de ces meilleurs exemples. Ce que je viens de vous raconter sur René Lévesque et les nations autochtones, c'est lui qui est venu nous le rappeler ici. J'aimerais ça que s'inspire le ministre de la Justice et le gouvernement de la CAQ pour faire la même chose, pour s'inscrire dans ces meilleures pratiques. Éviter les erreurs du passé. Parce que la vieille Constitution de 1867, bien coloniale, qui est encore le cadre juridique fondamental du Canada, et la Constitution de 1982 qui nous a été imposée de force au peuple québécois, c'est quelque chose qu'on partage avec les Premières Nations et Inuits du Québec, parce qu'elles n'ont pas eu voix au chapitre. Ce contrat fondamental leur a été imposé. Une invisibilisation totale en 1867, dans un contexte de réel colonialisme. Puis en 1982, une reconnaissance assez limitée, avec des avancées, mais aucune co-construction. Pas un véritable processus participatif. Donc, on est devant un héritage canadien colonial d'exclusion constitutionnelle. J'invite le ministre à ne pas poursuivre dans cet héritage, à s'inscrire en faux face à cet héritage. Le Québec peut et doit faire mieux. Nous sommes en 2026 et le projet de loi 1 que nous avons devant nous ne rompt pas avec ces pratiques du passé. Il y a un risque qu'il les perpétue. En fait, il n'y a pas seulement un risque. Les Premières Nations et les Inuits du Québec nous ont dit « c'est ça qui est en train de se passer et on ne peut pas l'accepter ». Nous avons besoin d'écrire, de rêver, de développer une Constitution du Québec avec les nations autochtones et non pas sans elles. Et pour nous, au Parti québécois, ça va bien sûr avec l'indépendance du Québec. Je réitère ce que je disais hier. Si on veut une véritable Constitution et si on veut se mettre résolument sur le chemin de la réconciliation avec les Premières Nations et les Inuits, ça va se faire dans le cadre d'un Québec indépendant. Et ça, c'est une opportunité pour les Premières Nations et Inuits du Québec, comme pour l'ensemble du peuple québécois, parce qu'autrement, nous sommes de toute façon contraints
par ce vieil héritage constitutionnel colonialiste qui exclut, que je décrivais il y a quelques minutes. Alors, compte tenu de ce qui précède, je demande formellement au ministre de la Justice de prendre une pause, de ne pas commencer l'étude détaillée de ce projet de loi 1 sans qu'il y ait eu de réelles consultations avec les Premières Nations et les Inuits du Québec dans une forme convenue avec elles afin d'arriver à un processus qui est convenable pour mener à une constitution. Je tiens à réitérer de nouveau que notre demande principale, c'est d'arrêter complètement l'étude de ce projet de loi. Tout ce que j'ai dit hier et ce que j'ai dit au moment de la présentation du projet de loi, au moment de la réplique que j'ai donnée au discours du premier ministre qui présentait ce projet de loi, dans mon allocution sur l'adoption du principe, demeure. Cette Constitution, de toute façon, elle est une illusion. Elle n'arrivera à rien de ce qui est prétendu par le gouvernement parce qu'elle demeure dans le contexte du carcan imposé par le gouvernement fédéral. Et ça vaut pour tout le monde, y compris les Premières Nations et les Inuits. Mais je comprends que le gouvernement de la CAQ continue à foncer tête baissée. Par contre, aujourd'hui, au moment de considérer la motion qu'on a devant nous, il n'est pas trop tard pour faire le minimum, puis à s'arrêter et à dire tout le reste qu'on peut faire, il faut le faire en co-construction puis en collaboration avec les Premières Nations et les Inuits avant l'étude détaillée. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.